Taux d'intérêt, 3 000 milliards, 113%, emprunt, déficit, tous ces mots un peu barbares et qui font peur sont liés de près ou de loin à la dette. Cette fameuse dette, on en entend beaucoup parler, on est en France, on peut le dire, un des champions de la dette dans le monde, et on entend beaucoup certains chiffres, mais on n'a pas forcément le recul sur l'histoire de la dette française, de comment elle s'est créée et de pourquoi des décisions géopolitiques, géographiques et des choix politiques vont impacter notre niveau de vie actuellement. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons regarder l'histoire de la dette française, comprendre comment elle a augmenté et quel est l'impact du niveau actuel de dette sur nos finances publiques et sur l'avenir de notre pays. Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne Décrypte Finance et on se retrouve aujourd'hui pour discuter des news financières de la semaine qui vient de se terminer. Comme parlé très rapidement dans l'introduction, je voulais commencer par un petit reportage. Je voulais être le père Castor aujourd'hui et je vais vous raconter l'histoire de la dette française. Tout commence après la Seconde Guerre mondiale en 1945 où la France sort, vous le savez bien, dévastée et il y a urgence, il faut reconstruire le pays, réhabiliter les institutions, les infrastructures, l'économie, bref, il faut relancer la France. Le résultat de tout ça, c'est que la dette a tendance à grimper, mais ça va encore. À ce moment-là, elle est encore relativement faible, aux alentours de 25% du PIB. Durant les décennies suivantes, ce qu'on appellera les 30 glorieuses, il y a un très fort développement économique. Bien évidemment que la France va engranger des dettes, mais étant donné qu'elle connaît une très forte croissance du PIB, le ratio dette PIB ne va pas forcément énormément augmenter, il va passer de 25% jusqu'à 30%, donc bref, des niveaux qui sont encore acceptables. C'est durant cette période qu'on voit un mouvement apparaître en France qui sera très fort et qu'on connaît encore actuellement, c'est l'État qui emprunte pour financer ses dépenses publiques, donc le système de sécurité sociale, l'éducation, la police, bref, la fonction publique. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant ces 30 glorieuses, donc ce moment où on a eu une croissance économique énorme, c'est dû, entre autres, même beaucoup, grâce au pétrole, à l'utilisation massive de pétrole par les économies occidentales. On a les producteurs de pétrole, qui étaient majoritairement, et qui le sont toujours, les pays du Golfe, très gros producteurs, qui ont fourni aux Occidentaux le pétrole dont ils avaient besoin pour se développer. Ce qui fait que les pays du Golfe, à ce moment-là, avaient un pouvoir très important sur les Occidentaux, parce que s'ils coupaient les vannes du pétrole, très gros problème, et la croissance économique va dans le mauvais sens très clairement. Le problème, c'est qu'il y a eu des guerres entre Israël et ces pays voisins qui étaient arabes. Ce seront les guerres de Kippour. Et on a d'un côté l'Israël avec ses alliés occidentaux, et de l'autre côté les pays arabes avec leurs alliés qui sont les pays producteurs de pétrole. Ce qui fait qu'à un moment donné, étant donné que les pays producteurs de pétrole avaient énormément de poids avec le pétrole, ils ont décidé de manière unilatérale, de baisser fortement la production de pétrole, ce qui fait que ça a énormément impacté la consommation de pétrole dans les pays occidentaux et donc la croissance économique. Ces événements sont appelés les chocs pétroliers entre 1970 et 1980, ce qui a créé une très grave crise économique. Et donc si on revient sur la France, qui veut dire crise économique, qui veut dire potentiellement sauver des entreprises, des banques, des particuliers, bref, emprunter, injecter de l'argent dans le système économique français, et donc la dette a augmenté à ce moment-là pour passer entre 40 et 50%. C'est un peu grâce à ce choc pétrolier que la France s'est rendu compte que, comme le disait Valéry Giscard d'Estaing, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, donc on a commencé le développement de toute l'économie nucléaire à la suite de ce choc pétrolier pour être moins dépendant de cette énergie. À la fin de ces événements, on a une croissance qui revient, une dette qui augmente aussi, mais le rapport reste à peu près stable, entre 40 et 60 entre la sortie des chocs pétroliers et une nouvelle crise, la crise des subprimes, une crise financière en 2008. Les subprimes, ce sont des personnes comme vous et moi qui ont des difficultés à rembourser leurs prêts. Ils sont caractérisés comme personnes ayant des difficultés à rembourser, les subprimes. Et ces prêts immobiliers ont été titrisés par des banques qui ont été vendues dans le monde entier. Bref, ça a créé une crise financière mondiale et ça a fortement impacté toutes les économies. Et donc, si on revient avec la dette de la France, il faut sauver les banques parce qu'il y avait des risques de défaut de banque. Donc énormément emprunté, sauver les entreprises. Bref, la dette a explosé et on est passé vers 2010 à 81% du PIB. C'est assez impressionnant parce qu'en seulement 2 ans, la France a vu son endettement augmenter de près de 14 points, ce qui est juste énorme. On arrive quelques années plus tard avec la crise économique
en Europe, donc la crise de la dette, entre autres de la Grèce. Et là, on passe d'un PIB de 80-81% à presque 90%. Donc on continue, encore une fois, une crise financière slash économique avec les banques qu'il faut sauver. Il faut remettre de l'argent dans l'économie pour pas que les personnes soient au chômage ou qui perdent trop de qualité de vie parce que il faut penser aussi aux élections qui arrivent. Et là, on arrive au moment fatidique, là où tout a explosé, le Covid. Alors vous en rappelez sûrement, le Covid est arrivé. On a eu une très forte baisse de la croissance, de l'activité économique. On avait beaucoup d'entreprises, des restaurants, des boulangeries, bref, des commerces de quartier qui ont besoin des personnes dans les rues, des personnes qui sortent pour gagner de l'argent, tout simplement. Et donc, il y a eu énormément de plans de relance de la part de la France, mais aussi de l'Europe, plein de choses. L'Europe a fait des prêts, bref. Donc, il y a eu énormément d'emprunts et on est passé à la fin de la sortie de la crise de la dette aux alentours de 90% du PIB. À la fin du Covid, on était à presque 115% du PIB, ce qui est juste énormissime en un an. Donc là, sur la crise de la dette, sur la crise financière 2008, on avait gagné 14 points de PIB en 2 ans. Et là, cette fois-ci, avec la crise du Covid, c'est 25 points en un an, ce qui est juste un record. On se retrouve donc en 2024 avec une dette par PIB aux alentours de 113%, 112, 113, ça bouge un petit peu. Ça a tendance à augmenter, étant donné que le déficit est assez élevé, aux alentours de 6% en France. Ça va continuer à augmenter et on est dans une situation où on a beaucoup de dettes et surtout qu'on a une dynamique d'emprunter pour financer beaucoup de dépenses qui est un peu dans nos gènes en tant que Français et qui continue et qui va mécaniquement faire augmenter la dette dans le futur. Donc on est à peu près 113% du PIB. En termes de chiffres, on est à 3,3 trillions d'euros de dette, ce qui fait à peu près un peu plus de 3 000 milliards de dettes, ce qui est beaucoup, et on est donc au-dessus des 100% du PIB, et donc on est dans le club relativement fermé des pays qui ont plus de 100% de dette par rapport à leur PIB. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc la France doit rembourser cette quantité énorme de dettes, et en plus de ça, il y a nos amis les intérêts. Les intérêts, il faut connaître un peu le taux d'intérêt moyen que la France paye depuis qu'elle a commencé à emprunter jusqu'à aujourd'hui. En moyenne, la France a un taux d'intérêt moyen de 1,6-1,7%. Alors on a emprunté des moments où c'était beaucoup plus faible, on emprunte actuellement à des montants plus élevés d'intérêt, bref. Si on a une dégradation économique de la France, avec des perspectives négatives sur l'état économique de la France va emprunter plus cher, c'est normal, c'est plus de risques. Donc le taux moyen va augmenter, donc le coût de la dette va augmenter. Bref, ça va faire un cercle vicieux. Cette dette a une duration, donc une maturité moyenne effective d'entre 7 et 8 ans. Et bien évidemment, de manière régulière, chaque année, la France doit rembourser des intérêts. On rembourse les intérêts qui sont en moyenne entre 1,6 et 1,7. En 2023, on a déboursé un peu moins de 50 milliards pour rembourser les intérêts, juste les intérêts. Et on prévoit qu'en 2027, on devrait payer à peu près 72 milliards pour rembourser les intérêts, juste les intérêts. Et donc, on se rend bien compte qu'on est dans une dynamique haussière, que plus on a d'intérêts, moins on a d'argent à investir, plus il faut potentiellement réemprunter. Et en plus de ça, là, on parle que d'intérêts. Mais à la fin de l'obligation, la maturité, il faut rembourser le nominal investi. Et là, c'est encore des milliards. Et à ce moment-là, la France, soit elle a une bonne gestion et elle a du cash en réserve pour rembourser ces milliards, soit, ce qu'elle fait depuis très longtemps, elle refait de la dette, elle re-emprunte pour financer de la dette par de la dette. Et donc, on a le poids des intérêts qui, en plus de ça, a tendance à augmenter, parce qu'on n'est plus, actuellement, la France n'emprunte plus à 1,6, 1,7, elle emprunte entre 2,8 et 3,10. Aujourd'hui, c'est 2,8. Il y a encore 2 semaines, c'était 3. Et potentiellement, il y a 3 semaines, c'est 3,10. Bref, on est quand même sur des niveaux plus élevés. Donc, le coût des intérêts augmente. Et en plus de ça, on a le nominal à rembourser et donc potentiellement réemprunter. Et donc, on remplace de la dette qui était en moyenne entre 1,6 et 1,7. On la remplace par de la dette qui est à 2,80. Donc, les calculs sont pas bons. Bref, ça a un énorme coût sur les finances publiques. Pour vous dire, 48 milliards, c'est bien plus que le budget de l'intérieur. C'est un peu moins que les pensions de retraite. Mais si on passe à 72 milliards, et là, ça va être énorme et ça va dépasser les pensions civiles, de retraite et militaires. Quand on regarde les perspectives futures, on se rend compte que
Les dépenses continuent, je vous le mets à l'écran, on a les dépenses publiques du gouvernement en fonction du PIB qui sont par rapport à la zone euro beaucoup plus élevées. On est aux alentours de plus 9% par rapport à la moyenne de la zone euro, ce qui est énorme. Et donc on a ces dépenses qui augmentent, on a le poids des intérêts qui va continuer à augmenter. Déjà parce qu'on re-emprunte et en plus de ça parce que les intérêts augmentent, donc le poids de la dette augmente. Et donc ça va être très compliqué, mis à part faire des mesures très contraignantes, ça va être compliqué de revenir sur le bon chemin. Alors dans le monde, on a des exemples qui sont moins bons que nous, par exemple le Japon qui sont à plus de 200%, c'est juste énorme. Et après, bah, on peut regarder des bons élèves, par exemple l'Allemagne qui est à moins 70%. Alors pourquoi ils sont aussi bas? Parce qu'ils ne peuvent juste tout simplement pas aller plus haut, parce que c'est une loi. Alors normalement, avec le nouveau gouvernement qui devrait arriver en Allemagne, il devrait casser cette loi pour pouvoir emprunter et faire des plans de relance, parce que c'est un peu ça le problème de l'Allemagne par rapport à la France, c'est que nous, on a beaucoup emprunté pour faire des plans de relance, faire des plans de relance. Donc l'économie, ça va, bon, c'est pas ouf, mais ça va, même si c'est un peu ponctionné, sous perfusion. Et l'Allemagne, bah, de l'autre côté, étant donné qu'elle peut pas faire des plans de relance parce qu'elle peut juste pas le faire, et bah, on a une économie en berne, mais s'ils cassent cette loi et qu'ils font des plans de relance, ça va faire très, très mal. Bref, en conclusion de cette histoire Père Castor, on a une dette qui a grossi, mais normalement à cause des crises, et elle a commencé à exploser quand on a voulu avoir un train de vie un peu plus important que ce qu'on pouvait faire. Et là, on se retrouve dans une situation où il faut faire des choix parce que sinon, ça peut continuer dans cette dynamique haussière et c'est vraiment un cercle vicieux très dur à sortir. On revient sur les news classiques et on parle juste très rapidement du Bitcoin. Normalement, vous le savez, ça a dépassé les 100 000 dollars. Ça a été même qualifié par Jérôme Powell comme l'or numérique. Donc, assez mystérieusement et en très grosse coïncidence, on a toutes les bonnes nouvelles qui arrivent au même moment, donc c'est plutôt sympa. Donc le Bitcoin qui continue sa belle montée. On a quand même, en règle générale, toutes les actions US qui performent bien. Et de l'autre côté, les actions françaises à moins 30% sur l'année par rapport aux actions américaines. Donc on voit bien qu'il y a un fossé qui se crée énorme entre les États-Unis et l'Europe. Et entre autres, avec le Bitcoin qui pourrait être accepté, qui pourrait être mis dans des fonds étatiques américains, ça pourrait continuer à monter. La Banque mondiale annonce un record de 100 milliards de dollars d'aide au développement pour les pays les plus pauvres. Alors quand on regarde un petit peu dans le détail, c'est pas 100 milliards directement, c'est des gains par des dons des pays dans le monde de 23,7 milliards de dollars. Et ces 23,7 milliards de dollars, la Banque mondiale va aller sur le marché, va emprunter en mettant ces 23,7 milliards de dollars en garantie. Et étant donné que la Banque mondiale, c'est une très belle signature, et bah, avec 23,7 milliards, elle peut emprunter beaucoup plus. Et ce montant-là, avec les 23,7, ça fait 100 milliards qu'elle va pouvoir redistribuer pour les pays les plus pauvres, pour aider à leur développement et qu'ils puissent s'intégrer dans l'économie mondiale actuelle. On rebondit très rapidement sur le sujet de tout à l'heure sur la dette. Ce qui va impacter aussi, on en a déjà parlé, c'est la notation financière de l'État français. Pour l'instant, on est dans le club des double A. Donc pour l'instant, bon, tout va bien vite fait, mais on est encore dans les double A. Et si, par mégarde, une des 3 agences de notation majeures décide de baisser leur notation, alors pas forcément Moody's, parce qu'on a encore un peu de place, on peut aller en A à 3, mais Fitch ou Standard & Poor's, s'ils baissent, on sort du club des A2 et donc ça peut avoir un impact psychologique sur l'investisseur et donc le taux d'intérêt, du moins le rendement de l'obligation française, pourrait augmenter, ce qui serait pas une bonne nouvelle. Et là, avec la chute du gouvernement Barnier, Moody's évoque un événement négatif pour la note de la France. Alors c'est Moody's qui le dit. Moody's, on a encore un petit peu de place, même si on est en perspective négative. C'est-à-dire que si ça continue, normalement, la prochaine réunion, on devrait baisser donc en AA3. Et bah, si Fitch, par exemple, pense la même chose, et bah, potentiellement, en 2025, les dates à venir pour Fitch pourraient abaisser notre note et donc encore plus aggraver le déficit, du moins l'impact du taux de refinancement de la dette sur l'État français. Le 6 décembre dernier, Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, a annoncé que le Mercosur avait été accepté entre l'Europe et les pays du Mercosur, donc les pays d'Amérique du Sud. Cet accord, on en avait un peu parlé dans la précédente vidéo, donc c'est expliqué quels sont les impacts concrets sur l'agriculture française, qui est le gros risque, du moins la grosse peur pour les Européens et surtout les Français. Mais d'un autre côté aussi, bah, ce qu'on pourrait gagner en vendant bah, par exemple, du lait,
des automobiles, du luxe, bref. Donc essayer de contrebalancer ce qu'on peut entendre, voir ce qui se passe et de toute façon, c'est pas nous qui décidons, c'est l'Europe et l'Europe a accepté. Alors, on va entendre, est-ce que la France était vraiment contre? Est-ce que c'était juste pas de l'habillage? On verra bien, mais le Mercosur a été accepté et ben, on verra bien dans les années prochaines si ça va avoir un véritable impact. Quand ça se passe bien en Europe, faut quand même le dire, on a quand même cette guerre depuis très longtemps entre Boeing et Airbus, bon, la gagne plutôt bien actuellement. On a Boeing qui connaît beaucoup de déboires, mais Airbus, ça se passe bien et même un peu trop bien. On a des livraisons pour l'année 2024 aux alentours de 770 appareils pour 2024. Sur le mois de novembre, ils ont livré 84 avions et donc, eh ben, pour rattraper un petit peu le retard, la société devra livrer plus de 120 appareils sur le mois de décembre pour atteindre les chiffres. Alors pourquoi atteindre les chiffres? Déjà pour la réputation de l'entreprise que dès qu'elle prend un contrat, elle le respecte en termes de temps de livraison. Ça permet aussi pour les prochaines commandes d'arriver et de convaincre les potentiels investisseurs, les potentiels acheteurs d'avions de venir chez Airbus parce que Airbus peut maintenir la cadence. On sait aussi que Airbus est très développé à Toulouse et donc c'est aussi une très bonne nouvelle pour Toulouse de se dire que l'activité continue et que potentiellement les recrutements, si vous travaillez en ingénierie aéronautique ou même sur plein d'autres aspects, parce que Airbus est très développé, et bah, qu'il y a potentiellement des jobs dans ce secteur-là, parce que ça continue de produire et ça va devoir augmenter la cadence pour maintenir les quotas des contrats. La vidéo est terminée. N'hésitez pas à me faire un retour sur le petit nouveau format au tout début où je raconte une histoire, du moins je vais un peu plus en profondeur sur un thème. Donc ici, la dette française. Donc n'hésitez pas si vous avez des remarques, à le mettre en commentaire. Tous les liens, encore une fois, seront dans la description. Tout ce que j'ai pu afficher aussi seront dans la description. Lien Notion, vous allez pouvoir récupérer et potentiellement avoir un avis un peu plus complet en fonction des articles que j'ai pu présenter dans cette vidéo. Si vous aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo. À toutes.